Le 15 octobre 2008 fut enregistré dans le protocole un incident tragique. Un rapport habituel pour ce type de document. Accident. Les lignes étaient courtes et le sens semblait clair. Ania Kowalska, 14 ans, mourut pendant un entraînement. La cause, chute depuis le plongeoir, coup à la tête contre la plateforme, tentative de réanimation. Et c'est tout. La version présentée à ce moment-là ne laissait pas de questions. Ania était une bonne athlète, et ce cas ébranla non seulement ses proches, mais tout le milieu sportif. Dans les premiers jours, quand la douleur était fraîche, l'entraîneur Jacek Nowak, sur les épaules duquel tomba la responsabilité de l'incident, donna témoignage. Selon lui, tout arriva rapidement. Elle glissa, se cogna la tête et tomba dans l'eau. Lui, comme un vrai professionnel, la sortit, essaya de la ramener à la vie. L'histoire semblait honnête, tragique, mais assez commune. L'entraîneur, en essence, devint le héros de cette situation. Mais bientôt, quand l'enquête médico-légale fut terminée, la version présentée par l'entraîneur fut mise en doute. En plus de la blessure à la tête, d'étranges bleus furent découverts sur les avant-bras d'Ania. Cela intéressa immédiatement les experts. Les hématomes, leur forme et localisation, ressemblaient à des traces d'une prise forte. De tels dommages ne pouvaient pas avoir surgi d'une chute de hauteur. C'était clairement quelque chose d'autre. L'entraîneur affirmait que tout arriva accidentellement et son témoignage sonnait convaincant. Mais l'expertise mit en doute tout ce qu'il avait dit. Les traces sur les avant-bras étaient clairement pas ce qu'on pouvait attendre d'une chute ordinaire. Quelque chose de plus était caché derrière ce cas. L'enquête, qui commença comme une vérification routinière d'accidents, prit bientôt un tournant complètement différent. Ces données, qui semblaient simplement des faits supplémentaires, commencèrent à former une image complètement différente, dans laquelle la version de l'entraîneur et ce qui arriva réellement différaient beaucoup. Ania Kowalska n'était pas simplement une des athlètes dans l'équipe polonaise de plongeon. Elle était un symbole de succès, espoir et ambition de sa génération. Ses réussites en compétition, victoires aux championnats nationaux, tout cela donnait raison de croire qu'elle était en route vers de grandes hauteurs. Membre de l'équipe junior de Pologne, détentrice de médailles d'or dans plusieurs tournois importants, sa carrière ne faisait que commencer, mais brillait déjà intensément. Ania était le visage du sport auquel tous aspiraient, l'image de l'athlète parfaite, prête à devenir championne. Elle était un exemple pour les jeunes. Elle inspirait et montrait que le succès dans le sport était possible si on faisait l'effort. Tout cela n'aurait pas pu devenir réalité sans son entraîneur Jacek Nowak. Quand on parlait de lui, surgissait immédiatement un terme: dureté. C'était un homme qui exigeait de ses élèves non pas simplement la discipline, mais l'abnégation totale, rude, intransigeant, exigeant. Il n'épargnait personne, et seuls ceux qui supportaient sa méthodologie devenaient de vrais sportifs. Nowak n'était pas un exemple de douceur, au contraire, il devint la personnification de standards sévères. Sa propre carrière comme sportif fut interrompue par une blessure, et peut-être précisément cela devint le catalyseur de son approche à l'entraînement. Ambition non réalisée, désir de mener chacun à la limite, être parmi les meilleurs, tout cela, il le transférait sur ses étudiants. Au final, son système fonctionnait. Sous sa direction apparaissaient des championnes et champions qui conquéraient des médailles dans les tournois les plus importants. Pour Nowak, le principal n'était pas combien d'efforts l'athlète avait mis dans les entraînements, mais à quel point il était prêt à passer par tout pour atteindre son but. Les champions ne naissent pas dans des conditions de confort, croyait-il. Les exigences envers les élèves étaient colossales, mais le résultat justifiait les méthodes dures. Cette approche donnait des fruits, et ses étudiants devenaient des stars. Quant à Ania, son succès était inextricablement lié à l'entraîneur. Ils formaient une symbiose presque parfaite. Elle, le talent. Lui, celui qui ce talent révéla et développa.
Dans les matériaux de l'affaire, on pouvait trouver la caractéristique de Jacek Nowak du comité sportif. L'entraîneur Nowak exigeait l'abnégation totale. La discipline était la base de son système. Pour lui, la discipline n'était pas simplement un mot. C'était le fondement sur lequel se construisait toute sa méthodologie. Et maintenant, après la tragédie, on comprend que son approche avait non seulement ses fruits, mais aussi son prix. Le prix du succès dans ce cas s'avéra beaucoup plus élevé que quiconque aurait pu supposer. Ce qui semblait une image parfaite pour le public cachait en réalité des ténèbres. Être élève de Nowak signifiait vivre selon ses règles, dures et parfois effrayantes. Mais comme il s'avéra, tout cela n'était que la pointe de l'iceberg. L'entraîneur, dont les méthodes accordèrent des victoires, pouvait cacher beaucoup plus qu'il ne semblait à première vue. Ania, comme d'autres sportifs, faisait partie de son système. Mais qu'y avait-il réellement derrière ce succès, derrière cette médaille et derrière la discipline dure que louaient tous ceux qui rencontraient son système? Et maintenant, quand toute l'histoire commence graduellement à se dérouler, remontent à la surface des détails qui font voir tout cela sous un angle complètement nouveau. 15 octobre 2008. Piscine, Olympia. Ce lieu où pendant de nombreuses années eurent lieu les entraînements des meilleurs athlètes du pays en plongeon. Ce soir-là, ici, tout semblait normal. Mais plus tard, ce lieu deviendrait la scène de la tragédie qui ferait reconsidérer tout le tableau de ce qui arriva. 18h30. Ania Kowalska, 14 ans, une des étoiles les plus brillantes de l'équipe, se préparait pour son prochain plongeon. Aux entraînements, elle se distinguait toujours par sa concentration et haute technique. Ce jour-là, elle exécutait un exercice complexe. Le plongeon ne réussit pas. Kowalska glissa et sa tentative se termina en échec. C'étaient des entraînements standards où tous les athlètes périodiquement font face à de tels échecs. Elle, comme beaucoup d'autres, faisait face à des difficultés mais en sortait toujours avec honneur. Mais cette fois, tout fut différent. Ce moment devint le dernier de sa vie. 18h45. L'entraînement arriva à sa fin. Toute l'équipe, sauf Ania, quitta la salle d'entraînement et se dirigea vers les vestiaires. L'atmosphère autour commençait à se calmer. Rien, apparemment, ne présageait de malheur. Tous suivaient leurs affaires, et même après le plongeon raté, Ania, comme toujours, ne montrait pas de signe qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que simplement un peu de temps pour récupérer. Mais voici qu'apparaît la première déviation du tableau normal. 18h55. Jacek Nowak, entraîneur de l'équipe, appela le service de secours. Ce même moment que nous connaissons tous comme l'apogée. L'appel d'urgence qui résonna dans les esprits des gens comme signal de malheur. Mais que se passe-t-il dans l'intervalle entre 18h45 et 18h55 ? Pourquoi tout cet intervalle de temps reste-t-il nébuleux ? Pourquoi cet intervalle s'avéra-t-il si important ? Ici commence le plus important dans l'enquête. L'intervalle de temps entre 18h45 et 18h55. Un instant qui éclipsa tout ce qui se passait. Il est important qu'à ce moment dans la piscine, il n'y avait personne, sauf l'entraîneur Nowak et Ania elle-même. Ceci devint le moment clé qui donna l'opportunité à l'enquête de douter de la version officielle des événements. Dans le registre des visites de la piscine ne figurait pas d'autres personnes dans la zone des plongeoires. Tous les autres athlètes et personnels quittèrent cette partie du complexe. Dans cet intervalle de temps, l'entraîneur et son élève furent allés seuls dans le local. Que se passe-t-il dans ces 10 minutes ? Pendant ce temps, alors que tout le reste du personnel était dans les vestiaires, qu'est-ce qui se passait exactement à la piscine ? Pourquoi, après tant de temps, l'entraîneur appela-t-il le service de secours ? La police ne pouvait pas laisser cela sans attention. 10 minutes furent suffisantes pour que quelque chose change. Quoi exactement ? Alors que tous autour étaient herbés dans le vestiaire et qu'il n'y avait personne d'autre dans la piscine. Le temps fut un élément clé dans l'enquête. Chaque seconde, chaque minute dans cette chronologie avait de l'importance. Les enquêteurs développèrent la certitude que ce moment demandait attention. Et maintenant,
Quand tout semble s'être éclairci, les questions commencent à surgir avec une force nouvelle. Pourquoi seulement eux étaient-ils là? Comment put-il arriver que 10 minutes suffisent pour que la situation prenne un tel tournant? 17 octobre 2008. Au parquet de la ville polonaise où s'est produite la tragédie arrive le rapport complet de l'autopsie médico-légale. C'est le moment où l'affaire prend une tournure complètement différente. Ce qui au début ressemblait à une tragédie accidentelle acquiert maintenant de nouvelles nuances alarmantes. Toute la version officielle présentée par l'entraîneur Nowak commence à se fissurer. Apparaît la première conclusion scientifique concrète qui change radicalement le tableau. L'affaire est officiellement requalifiée. Dans les premiers jours de l'enquête, la version de l'accident sonnait convaincante. L'entraîneur Nowak, qui était près d'Ania au moment de l'incident, assurait qu'elle avait glissé et était tombée de la hauteur dans l'eau. Il avait essayé de la sauver, mais c'était déjà trop tard. Avec cela coïncidaient de multiples témoignages et déclarations d'autres athlètes. Mais dès que les résultats de l'expertise arrivèrent, la situation changea. La conclusion complète de l'examen médico-légal remet tout à sa place. Premièrement, la conclusion sur la blessure à la tête. Le coup a frappé la partie occipitale. C'est important, parce que si nous croyons la version de l'entraîneur, alors Ania aurait dû tomber face contre terre. La chute de la plateforme se produit toujours dans cette direction, et selon la description, la blessure à la tête aurait dû être à la partie frontale. Mais qu'a montré l'expertise? Le coup a frappé strictement l'occiput. Cela signifie que la personne était dans une autre position, ou a été soumise à un impact avant de tomber. Et une autre conclusion, extrêmement importante. Dans les poumons de la défunte ont été trouvées des traces minimales d'eau. Cela exclut déjà la noyade comme cause principale. Si elle était vraiment tombée dans l'eau depuis la plateforme et s'était noyée, le contenu d'eau dans ses poumons aurait été beaucoup plus élevé. Qu'elle ne s'est pas noyée, mais était très probablement morte avant de finir dans l'eau, semble maintenant évident. C'est une sérieuse contradiction avec ce que disait l'entraîneur. Tout cela mène à des conclusions beaucoup plus terribles. La mort n'est pas survenue au moment de la chute. Elle est survenue avant qu'elle ne finisse dans l'eau. L'expert dans sa conclusion confirme. La mort de la victime est survenue avant l'entrée dans l'eau. Ce n'est pas simplement une erreur, ce n'est pas un hasard. C'est un mensonge direct de la part du témoin. Les données scientifiques recueillies au cours de l'enquête rendent impossibles les affirmations de l'entraîneur. Tout ce qu'il a raconté ne pouvait être vrai. Maintenant, la version exposée par Nowak sur l'accident qui est devenu tragédie à cause d'une chute malheureuse perd toute logique. Si la mort est survenue avant l'immersion dans l'eau, cela signifie que quelque chose s'est passé avant qu'Ania ne finisse dans l'eau, et quelque chose en fut la cause. Ce n'est pas du tout une erreur de l'entraîneur, mais possiblement une tentative de cacher la vérité. Avec chaque nouveau fait, avec chaque preuve, l'enquête s'éloigne de plus en plus de la version initiale. Et maintenant, quand les faits disent une chose, et que les déclarations de l'entraîneur contredisent toutes les lois de la physique et de la biologie, les enquêteurs commencent à comprendre que l'affaire prend une tournure complètement différente. Quand les enquêteurs commencèrent à étudier en profondeur les détails de l'affaire, ils se concentrèrent sur un moment clé, l'intervalle de temps de 18h45 à 18h55. Ce fut la période où tous les autres athlètes quittèrent la piscine et se dirigèrent vers les vestiaires, laissant l'entraîneur Jacek Nowak et Ania Kowalska seuls. C'est précisément dans cet intervalle de temps que se produisirent les événements qui menèrent à la tragédie. Après qu'il devint clair que la mort était survenue avant qu'elle ne finisse dans l'eau, la question de savoir qui était près d'Ania à ce moment devint décisive pour l'enquête. Les enquêteurs commencèrent à vérifier les alibis de tous ceux qui auraient pu être dans la piscine pendant ces 10 minutes. Les premiers à être examinés furent d'autres membres de l'équipe. Tous, sans exception, confirmèrent qu'au moment de 18h45 à 18h55, ils étaient dans les douches et vestiaires. Les déclarations de 7 athlètes furent sans équivoque et concordantes entre elles.
Bientôt arriva confirmation de ces paroles aussi du personnel technique de la piscine, ainsi qu'à travers les enregistrements des caméras de surveillance qui enregistraient qui exactement était dans différentes parties de la piscine. Tous ces faits exclurent à la participation d'autres athlètes ou du personnel. Chacun d'eux avait un alibi en fer qui ne laissait place à aucun doute. Les prochaines étapes de l'enquête concernèrent les parents d'Ania Kowalska. La police vérifia leurs alibis, utilisant les données des opérateurs mobiles. Ce fut une procédure standard qui confirma qu'entre 18h45 et 18h55, ils n'étaient pas près de la piscine. À ce moment, ils se trouvaient loin du complexe sportif et leur déplacement coïncidait complètement avec l'information fournie par les opérateurs de communication. Ainsi, ils furent aussi exclus de la liste des suspects possibles. À ce moment, quand tous les suspects possibles furent exclus, l'enquête arriva à une conclusion logique et inévitable. Jacek Nowak, la seule personne qui aurait pu être près d'Ania dans cet intervalle critique de temps. Il fut le seul dont l'alibi au moment de la mort ne fut pas confirmé. Dans les protocoles d'enquête apparut bientôt un enregistrement clé. Jacek Nowak, seule personne dont l'alibi au moment de la mort de la victime est absent. Ce changement de statut ne fut pas simplement une formalité. À partir de ce moment, l'entraîneur cessa d'être seulement un témoin de la tragédie et devint le principal suspect. Toute la preuve recueillie par l'enquête ne pointait que vers lui. La position de l'entraîneur, qui était une personne proche pour tous les athlètes et qui se trouvait maintenant au centre de l'enquête, rendit cette situation encore plus alarmante et confuse. Quand le statut de Jacek Nowak changea de témoin à principal suspect, l'enquête ne put s'arrêter. Toute la preuve semblait maintenant pointer vers lui, mais la question demeurait. Pourrait-il prouver sa culpabilité ? L'enquête continua, et les enquêteurs étaient à préparer à ce qu'ils auraient maintenant à travailler avec un tableau complètement nouveau du crime. Après que les enquêteurs eurent terminé avec l'analyse des déclarations de tous les adultes et vérifié leurs alibis, ils se concentrèrent sur les témoins clés du groupe d'Ania Kowalska, car c'est précisément eux, les athlètes, qui furent près d'elle dans les dernières minutes de sa vie. Mais ce que les enquêteurs s'attendaient à entendre s'avéra n'être qu'un masque, cachant un tableau beaucoup plus alarmant. Les enquêteurs commencèrent les interrogatoires des athlètes, et la plupart d'entre eux, comme attendu, répétèrent des phrases standards, mémorisées dans la salle d'entraînement. Ils parlaient d'un entraîneur strict, mais juste de combien c'était difficile pour eux aux entraînements, mais il était toujours clair que cela se faisait pour atteindre de hauts résultats. Pour la plupart d'entre eux, la version de l'entraîneur sur l'accident était la vérité, et ils ne voyaient pas de raison de douter de ses paroles. Cependant, parmi eux, il y en avait une dont le comportement se détachait brusquement du reste. Magda, 15 ans, la meilleure amie d'Ania, dès le début commença à se comporter étrangement. Elle refusa de répondre aux questions, ce qui ne put que alarmer les enquêteurs. Tous essayèrent de la convaincre de parler, mais chaque question sur le jour de la tragédie et sur l'entraîneur lui causait des crises de panique. Elle pleurait, refusait de regarder dans les yeux des interrogateurs. Son corps se contractait convulsivement à chaque nouvelle tentative de connaître des détails. Dans ses yeux se lisait non seulement l'horreur, mais quelque sorte de peur profonde et réprimée. Lorsque les interrogatoires se poursuivirent, le psychologue qui fut assigné pour le soutien remarqua que le comportement de Magda n'était pas une simple manifestation de chagrin. Il enregistra chez elle des signes de stress aigu. La jeune fille vivait clairement quelque chose de plus que simplement une perte. Le psychologue confirma qu'elle présentait des signes de troubles de stress post-traumatique, typiques de ceux qui ont vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Ce n'était pas simplement des émotions. C'était un état qui ne pouvait pas surgir uniquement à cause de la perte d'une amie. Quelque chose s'était passé au moment où son amie, Ania, s'était retrouvée dans la piscine. La réaction de Magda attira de plus en plus l'attention. Elle n'était pas simplement effrayée, comme d'autres qui avaient perdu une personne proche. Sa peur était quelque chose de plus grand, et elle savait clairement quelque chose qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas
raconter. Les enquêteurs, comprenant que dans son silence se cachait quelque chose d'important, commencèrent à déplacer l'accent sur ses expériences. Après que le psychologue eut confirmé la présence d'un trauma psycho-émotionnel, l'enquête arriva à une conclusion importante. Magda n'était pas simplement effrayée. Elle avait très probablement été témoin de ce qui s'était réellement passé. Mais qu'avait-elle exactement vu qui pouvait causer une telle horreur? Pourquoi sa réaction était-elle si forte et inhabituelle? À ce moment, l'enquête fit une conclusion logique. Magda pouvait être un témoin clé, mais son silence parlait de quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Après la tragédie, quand l'enquête avait déjà obtenu les premiers résultats importants, l'attention des enquêteurs se dirigea vers le comportement de Jacek Nowak. Ses actions devinrent un élément important de l'enquête, car si nous croyons aux faits, c'est lui qui fut le dernier à être près d'Ania Kowalska. Précisément, son comportement après la tragédie pouvait en dire beaucoup sur son état intérieur et, possiblement, même révéler des motifs cachés. À première vue, tout ce que faisait Nowak semblait assez attendu. Il continuait à travailler, comme si rien ne s'était passé. Le 17 octobre, 2 jours après la tragédie, il dirigea un entraînement avec les membres restants de l'équipe. Tout était selon l'horaire. L'entraînement se déroulait dans l'environnement habituel, sans changement. À ce moment, si nous avions regardé la situation de l'extérieur, on aurait pu supposer que l'entraîneur essayait de ramener ses protégés à la vie normale. Mais pour les enquêteurs, ce comportement devint un signal alarmant. Le jour suivant, le 18 octobre, Nowak donna une interview au journal local. Dans celle-ci, il décrivit la tragédie comme un accident, appelant l'équipe à se serrer les coudes et continuer les entraînements au nom d'Ania. Il parle du fait que la tragédie ne devait pas les briser et qu'il devait continuer son œuvre. Mais comment réagissent les gens quand ils perdent quelqu'un d'important? Comment réagissent ceux qui étaient à proche? Habituellement, de telles paroles sonnent comme un appel à la récupération. Mais dans ce contexte, elles semblaient étranges et froides. Pourquoi l'entraîneur n'exprima-t-il pas de chagrin? N'arrêta-t-il pas les entraînements? Ne donna-t-il pas de temps pour le deuil? Pourquoi se concentra-t-il plutôt sur le travail et l'image? Ce qui est encore plus étrange, l'entraîneur lui-même était absolument composé, malgré ce qui se passait. Il en parlait comme d'un événement qu'il fallait simplement surmonter. Ses actions, entraînement, interview, appel à l'équipe à ne pas cesser leur travail, créaient l'impression qu'il essayait de ramener tout dans le cours habituel aussi rapidement que possible. Mais pourquoi était-il si important de préserver le statu quo? Pourquoi était-il si important de contrôler la situation pour qu'elle ne lui échappe pas? Et pourquoi, au lieu de se plonger dans le chagrin, démontrait-il une absence complète de réactions émotionnelles? Les enquêteurs ne pouvaient pas laisser cela sans attention. Ils commencèrent immédiatement à enregistrer son comportement. Le comportement de Nowak devint pour eux non seulement étrange, mais anormal. Il ne démontrait pas les émotions qui accompagnent habituellement la perte. Ses actions semblaient antinaturelles, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Pour l'enquête, ce n'était pas simplement le comportement d'une personne vivant une perte, c'était un comportement qui pouvait témoigner d'une tentative profonde de contrôler le narratif, préserver sa version des événements et éviter toute manifestation de faiblesse qui pourrait compromettre sa position. L'analyse psychologique de son comportement ne faisait que confirmer ses conclusions. L'absence de signes extérieurs de chagrin, la tentative de tout contrôler et manipuler l'opinion publique, tout cela faisait partie de sa stratégie. Pour les enquêteurs, c'était un signal important. Ils arrivèrent à la conclusion que les actions de Nowak n'étaient pas simplement une réaction à la tragédie, mais plutôt une tentative de cacher la vérité, prendre le contrôle des conséquences. Peut-être essayait-il de cacher quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'il avait dit à la police. 22 octobre 2008. Magda devait faire face à un autre interrogatoire. Depuis la première rencontre avec la police, plusieurs jours avaient passé et l'enquête ne la laissait pas tranquille. Chaque fois, elle se taisait, refusant de révéler les détails de ce qui s'était passé ce jour fatidique. Mais cette fois, tout était différent.
le psychologue présent à l'interrogatoire remarqua qu'elle était prête à parler. À chaque question, sa réaction devenait moins défensive. Et finalement, elle brisa le silence. Au début, ses mots sonnaient doucement, comme si elle ne croyait pas elle-même ce qu'elle allait raconter. Mais à chaque moment, Magda devenait plus sûre d'elle. Elle parlait de comment elle avait vu les dernières minutes de vie de son amie. Magda n'avait pas été témoin du meurtre, mais son témoignage détruisait la version selon laquelle tout s'était passé à la piscine, comme l'affirmait l'entraîneur. Il devint bientôt clair qu'elle avait vu quelque chose d'important. Des détails inhabituels commencèrent à se dessiner dans son récit. Elle se souvenait comment, après le saut raté, l'entraîneur Jacek Novak n'avait pas ramené Ania vers le plongeoir, comme il le faisait avec tous les autres. Au lieu de cela, il l'avait brutalement saisie par la main et l'avait traînée vers le couloir de service qui menait au sous-sol. Magda se souvenait clairement de ce qu'il avait dit. « Arrête de me faire honte. Allons en bas. Parlons. » Ces paroles lui firent une impression choquante, car elles ne correspondaient clairement pas à l'image de l'entraîneur qui essayait de sauver sa protégée. Quand elle raconta ces détails aux enquêteurs, ils comprirent que ce n'était pas simplement un moment accidentel. Novak, selon les paroles de Magda, avait emmené Ania non pas dans un endroit lumineux et ouvert, mais dans un lieu fermé, isolé, au sous-sol, où il n'y avait pas d'accès et où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Cette découverte changea de manière cardinale le tableau de ce qui s'était passé. Une nouvelle localisation apparut, où avaient pu se produire les événements qui changèrent la vie d'Ania pour toujours. Un endroit qui était caché des regards étrangers, la salle sèche. C'était l'endroit parfait pour avoir une conversation cachée ou possiblement faire quelque chose de plus horrible. Les enquêteurs, se basant sur le témoignage de Magda, commencèrent à étudier le plan du bâtiment de la piscine Olympia. La route qu'elle décrivait menait directement au sous-sol. Sur le plan, il n'y avait qu'un seul chemin qui convergeait dans une pièce. Sala Treningue Suchego, ou plus simplement, salle sèche. Il n'y avait pas de caméra de surveillance et elle se trouvait dans une partie isolée du bâtiment où on pouvait se cacher des regards étrangers. À partir de ce moment, il devint évident que cet endroit avait pu devenir le véritable épicentre de la tragédie. Les enquêteurs prirent immédiatement la décision, effectuer immédiatement une perquisition dans la salle sèche. Cette étape était vitale pour trouver toute preuve qui pourrait confirmer les paroles de Magda. Ce qu'elle avait décrit ne laissait aucun doute. C'était l'endroit où se cachaient les réponses les plus importantes. La compréhension que c'est exactement ici que quelque chose avait pu se passer ouvrait des perspectives complètement nouvelles pour l'enquête. Maintenant, la question n'était pas ce qui s'était passé à la piscine, mais ce qui s'était réellement passé dans ce sous-sol où l'entraîneur s'était dirigé avec Ania. Après que le témoignage de Magda eut dirigé l'enquête vers un nouveau cours, l'attention des enquêteurs se concentra sur ce même sous-sol où l'entraîneur avait emmené sa protégée. Cette pièce, jusqu'alors non remarquée en relation avec la tragédie, devint maintenant l'objet central de l'enquête. Les experts savaient que c'est exactement ici, dans la salle sèche, que se cachaient les réponses qui pourraient connecter tous les faits dispersés en une chaîne convaincante. Un groupe de criminalistique procéda à la perquisition de la salle sèche. Cette pièce n'avait pas été examinée auparavant, car elle ne figurait pas dans la version initiale de l'enquête. Mais maintenant, tout était différent. L'espace fut soigneusement examiné en utilisant les méthodes les plus avancées. Luminol, microscopie et autres outils révélèrent des traces qui pouvaient être invisibles à l'œil d'une personne ordinaire. Mais pour les experts, elles en disaient long. La première découverte fut inattendue. À la base des espaliers, dans l'une des sections les plus difficiles d'accès, une fibre bleue microscopique fut découverte. Elle n'attira pas immédiatement l'attention. Mais les criminalistiques comprirent rapidement son importance. Ce n'était pas simplement des déchets. C'était une trace qui pouvait relier l'entraîneur à la scène de crime. La fibre s'avéra textile, et sa structure éveilla les soupçons chez les spécialistes. Mais la découverte la plus importante fut faite à l'aide de luminol. Lorsque la substance tomba sur une partie spécifique du mur, depuis les tapis qui couvraient le sol
commencèrent à apparaître des traces à peine visibles. Ces traces avaient été lavées, mais par leur caractère indiquaient clairement une origine biologique. Cela ne pouvait être un hasard. Le moment important était que les traces se trouvaient à l'endroit où l'entraîneur menait sa pupille. Comprendre que c'était du sang devint le moment clé pour l'enquête. Toute l'équipe de criminalistique comprit qu'ils avaient trouvé non pas simplement une trace insignifiante. Ces découvertes pourraient devenir la base pour prouver la culpabilité. Les échantillons furent immédiatement envoyés au laboratoire pour une analyse plus approfondie. Après plusieurs jours, les résultats de l'expertise confirmèrent les pires suppositions. La fibre trouvée aux espaliers correspondait complètement au tissu du survêtement de Jacek Nowak. Il portait ce survêtement le jour de la tragédie, et cela fut enregistré par les caméras. Ce fut une confirmation importante qu'il était, et non quelqu'un d'autre, en ce lieu. Mais la conclusion la plus surprenante vint du laboratoire ADN. L'analyse montra que le sang trouvé dans ces mêmes traces appartenait à Anna Kowalska. Cela devint une preuve décisive. Le lien entre l'entraîneur, son élève et le lieu de l'incident fut établi. Le lieu auquel personne n'avait pensé auparavant devint maintenant la preuve principale de l'affaire. Les enquêteurs ne doutaient plus. La tragédie ne fut pas un accident. Le lieu du crime, la salle sèche, devint l'épicentre de tout ce qui se passait. Et maintenant, toute la chaîne d'événements s'organisait en un tableau logique. Après que Magda rompit le silence, l'enquête commença à travailler dans une nouvelle direction. Le témoignage de l'ami d'Anna révéla des moments clés qui changèrent tout le tableau de l'incident. Les enquêteurs réalisèrent qu'ils devaient maintenant parler avec d'autres anciens élèves de Jacek Nowak. Ces enfants, qui avaient quitté le sport depuis longtemps, étaient maintenant prêts à parler. Leur silence, comme celui de Magda, ne fut pas accidentel. Les témoignages de ces personnes ouvrirent les yeux sur le système qui existait à Olympia sous la direction de Nowak. Au fur et à mesure que l'enquête approfondissait les interrogatoires, de nouvelles preuves apparaissaient. Plusieurs anciens sportifs confirmèrent les paroles de Magda et racontèrent leurs propres histoires. Tous affirmèrent qu'ils avaient fait face au comportement dur et, souvent, humiliant de l'entraîneur. Ces récits devinrent comme des pierres que l'enquête pouvait maintenant organiser en un tableau unique. Soudain, il s'avéra que la salle sèche, qui était restée si longtemps dans l'ombre, n'était pas simplement un lieu pour s'entraîner, mais un véritable isoloir pour les punitions et mesures disciplinaires. Un après l'autre, ces témoins parlèrent de comment l'entraîneur utilisait la punition physique, les humiliations et menaces pour garder ses élèves sous contrôle. Au même endroit, dans la salle sèche, loin des regards des personnes extérieures, Nowak transformait ses entraînements en enfer. Il racontait comment une fois, après de petites erreurs, l'entraîneur criait leur nom de famille, appliquait la force pour corriger la technique ou punir pour les tentatives ratées. Tout se passait au même endroit, dans le sous-sol, sous son contrôle dur et impitoyable. Ce lieu devint l'épicentre d'années d'oppression et de peur que l'entraîneur cultivait chez ses élèves. Les enquêteurs commencèrent à organiser ces faits en système, et il devint bientôt clair que la mort d'Anna ne fut pas un éclat de colère accidentel, mais une continuation logique d'un long chemin. Le meurtre ne fut pas simplement une rage accidentelle de l'entraîneur, ce fut le résultat d'un système d'oppression de plusieurs années construit par lui. Ce fut le final qui suivit tous les incidents précédents, quand Nowak utilisa sa position pour terroriser et manipuler les enfants. Ces témoignages donnèrent une représentation claire de comment l'entraîneur utilisait systématiquement la peur comme instrument de contrôle. L'enquête s'éleva à un nouveau niveau. Il n'y avait plus aucun doute. Le comportement de Nowak ne fut pas une exception, mais partie d'une structure dans laquelle la peur et la punition étaient la norme. Il ne restait maintenant qu'une question importante. Pourquoi un entraîneur à succès, qui avait atteint de telles hauteurs dans le sport, se comportait-il comme un sadique? La réponse à cette question était peut-être la clé pour comprendre toute la tragédie. La mort d'Anna ne devint pas une rupture accidentelle, mais fut la culmination d'un système cruel que Nowak construisit autour de lui. Après que l'enquête découvrit que l'entraîneur Jacek Nowak était le centre de toute la tragédie, l'attention se porta sur son passé personnel.
Toutes les preuves pointaient vers sa participation directe à ce qui s'était passé. Mais maintenant, restait la question la plus importante. Pourquoi se comportait-il ainsi ? Pourquoi cet entraîneur à succès, au sommet de sa carrière, utilisait-il un tel modèle de comportement cruel ? Pour trouver la réponse, les enquêteurs décidèrent de se tourner vers son passé. Des demandes furent faites aux archives du comité sportif pour étudier la biographie de Nowak avant qu'il devienne entraîneur. Que cache son histoire ? À quoi est due cette attitude envers les élèves ? Il s'avéra que sa carrière sportive, qui aurait pu être brillante, fut interrompue à son apogée. Il était un plongeur remarquable, sur qui on fondait de grands espoirs. Mais le destin en décida autrement. Une blessure à la colonne vertébrale lors des compétitions de qualification pour les Jeux Olympiques mit fin à sa carrière à 20 ans. La tragédie, qui aurait dû être la cause de sa dépression personnelle, devint en réalité le catalyseur de son comportement agressif et cruel. Dans le rapport sur la blessure que Nowak soumit au comité sportif, il indiqua clairement que la cause du malheur était l'erreur de l'entraîneur dans la préparation. Ce fut le premier signal de son modèle de comportement. Toujours blâmer les autres, ne pas prendre de responsabilité. Maintenant, des années plus tard, il devenait compréhensible que cet épisode dans la vie de Nowak devint le début de sa transformation interne. Il ne vécut pas simplement la blessure, il transféra toute son agression et sa déception sur d'autres, à savoir, sur ses élèves. Ses élèves, en essence, devinrent pour lui la continuation de ses ambitions non réalisées. Il percevait leurs succès comme les siens et les échecs comme ses propres faillites. Et c'est précisément pourquoi chaque erreur dans leurs entraînements, chaque déviation de ses exigences était perçue par lui comme une offense personnelle. L'expertise psychologique, menée pour l'enquête, confirma ces conclusions. Sur la base des données rassemblées, l'expert posa le diagnostic. Signe de troubles narcissiques de la personnalité et perfectionnisme pathologique. Nowak créait dans sa tête un tableau idéalisé. Il était le grand entraîneur et ses élèves devaient être parfaits, comme lui-même. Si quelque chose allait mal, cela était perçu comme son échec personnel. C'est pourquoi toutes leurs erreurs devenaient pour lui un motif de réaction dure, de punition. Il n'était pas simplement un entraîneur strict, il était une personne qui utilisait ses élèves comme instruments pour réaliser ses propres ambitions non accomplies. Maintenant, quand les psychologues déchiffrèrent le comportement de Nowak, les enquêteurs comprirent que sa cruauté ne fut pas un éclat accidentel. Ce fut un comportement systématique, pathologique, qui se développa au cours de nombreuses années. La mort d'Anna ne fut pas simplement une tragédie accidentelle. Ce fut le final logique d'années de violence que l'entraîneur cachait derrière la façade de discipline et de recherche de victoire. Les questions sur comment Nowak avait pu en arriver là devinrent maintenant moins importantes. Nous savions déjà qu'il était prêt à tout pour le succès, et il percevait ses élèves comme ses ombres, comme la continuation de ses propres rêves ratés. 30 octobre 2008. Jacek Nowak se trouvait enfin dans la salle d'interrogatoire. Tout ce qui jusqu'à ce moment semblait être des hypothèses et des suppositions prenait maintenant des contours clairs. Dans les mains de l'enquêteur se trouvait un dossier plein de preuves qui détruisaient toutes les affirmations de l'entraîneur. Il était prêt pour la dernière conversation qui déterminerait le sort futur du suspect. Le statut de Nowak avait changé. Il n'était plus témoin, il était devenu suspect de meurtre. L'enquêteur, froidement et méthodiquement, commença à lui présenter les preuves. Toutes les preuves rassemblées au cours des dernières semaines se rangèrent maintenant en une séquence, et chacune d'elles détruisait le mensonge que Nowak avait si obstinément construit. L'enquêteur commença par la conclusion du pathologiste, qui indiquait clairement que la mort était survenue avant que la victime ne se retrouve dans l'eau, morte avant la chute dans l'eau. Ce fut la première déclaration qui enleva le sol sous les pieds de Nowak. Il était sûr que la chute de la plateforme avait été la cause, mais l'expertise montra clairement le contraire. L'enquêteur continua. Le témoignage de Magda, le témoin qui était prêt dans les dernières minutes de vie d'Ania, devint le second coup. Elle raconta comment Nowak emmena Ania non pas vers la plateforme,
mais vers le sous-sol, dans la salle sèche. Ces mots détruisirent la version de l'entraîneur sur l'accident. Et voici qu'à cela s'ajoute encore une preuve irréfutable, la photographie du laboratoire, où l'on voit des traces de sang appartenant à Anya et une fibre microscopique qui correspondait au tissu du survêtement de Nowak. Toutes les preuves rassemblées au cours de l'enquête formaient un mur impénétrable, et maintenant il se dressait directement devant le suspect. Pendant tout l'interrogatoire, Jacek Nowak resta froid et détaché. Il ne reconnut pas sa culpabilité. Sa réaction aux preuves présentées était typique d'une personne déjà habituée au contrôle et aux manipulations. Il ne céda pas, ne montra ni peur, ni désarroi. Au lieu de cela, il commença à accuser tous ceux qui l'entouraient. Il affirmait qu'on le calomniait, que Magda mentait et que toute cette affaire était un accident. Il essayait de trouver des explications à ses actions, mais ses mots sonnaient de plus en plus dénués de sens. « C'est un complot. Tous contre moi. Magda ment. Elle était en état de choc, et maintenant tout le monde utilise ces mots contre moi, déclara-t-il. Ces affirmations étaient si absurdes que les enquêteurs pouvaient à peine les prendre au sérieux. Mais malgré ces dénégations, les preuves rassemblées ne laissaient aucun doute. Toutes les preuves disaient la même chose. Il était responsable de tout ce qui s'était passé. L'enquêteur, notant chaque détail dans le procès-verbal, enregistra les paroles de Nowak et résuma calmement. C'était un accident. Ajoutant dans le procès-verbal que le mensonge que l'entraîneur essayait de construire avait été détruit avec des preuves irréfutables. Comprenant qu'il n'obtiendrait pas d'aveu de culpabilité, l'enquête était de toute façon certaine. Cet homme était coupable, et maintenant tout ce qui restait était de formaliser officiellement l'arrestation. À l'issue de l'interrogatoire, malgré les protestations de Nowak, un mandat d'arrêt fut émis. Les preuves et témoignages rassemblés par l'enquête fermaient toutes les possibilités de justification pour l'entraîneur. Toute l'histoire était maintenant claire. Cruauté, manipulation, agression transférée, tout cela avait mené à la tragédie. Et bien que Nowak continuait d'affirmer qu'on l'accusait sans fondement, la vérité était déjà inévitable. Restait une dernière question clé à laquelle l'enquête devait trouver une réponse. Comment Jacek Nowak avait-il déplacé le corps du sous-sol, où selon les témoignages la tragédie s'était produite, à la piscine, où il fut trouvé? La réponse à cette question pourrait devenir le dernier maillon de la chaîne de preuves, détruisant définitivement la fausse version de l'entraîneur sur la chute accidentelle. Pour cela, l'enquête décida d'utiliser non seulement les témoignages des témoins, mais aussi des données techniques qui jusqu'alors étaient restées hors du champ de vision. Les enquêteurs commencèrent à étudier les enregistrements techniques de la piscine Olympia pour découvrir comment le déplacement avait pu être effectué discrètement. Ils se concentrèrent sur l'un des éléments les moins évidents mais cruciaux, l'ascenseur de service, qui reliait le sous-sol aux étages principaux du bâtiment. Les ascenseurs ne sont généralement pas enregistrés par les caméras de surveillance, mais ils laissent un enregistrement dans les logs du système. Les enquêteurs demandèrent sans ces données, et ce qu'ils découvrirent devint la découverte la plus importante. Les enregistrements montrèrent une anomalie qui attira immédiatement l'attention. Le 15 octobre, à 18h51, fut enregistré l'un des facteurs rares mais extrêmement significatifs. L'ascenseur effectua un voyage du niveau inférieur, niveau du sous-sol où se trouvait la salle sèche, au premier étage, dans la zone de la piscine. Ce fut une découverte importante, car elle confirmait que l'ascenseur était utilisé précisément au moment où, selon toute apparence, le corps était déplacé. L'enregistrement du mouvement de l'ascenseur fut enregistré dans les logs, mais la vidéosurveillance n'enregistra pas le processus lui-même. Ce fut l'une des rares preuves qui permirent à l'enquête de comprendre que le déplacement du corps n'était pas accidentel, mais une action réfléchie et de sang-froid. Pour une certitude définitive, les enquêteurs décidèrent de mener une expérience d'enquête. Ils reproduisirent exactement les actions pour comprendre à quel point il pouvait être facile de déplacer le corps et pour vérifier combien de temps était nécessaire pour le déplacement d'un étage à l'autre.
Puisque Nowak était physiquement fort et le poids du corps était d'environ 45 kg, le transport ne représentait pas un problème pour l'entraîneur. L'expérience montra que déplacer le corps du sous-sol à la piscine à l'aide de l'ascenseur ne prenait pas plus de 3 minutes. Cela s'inscrivait parfaitement dans la fenêtre de 10 minutes qui restait entre le moment où tous quittèrent la piscine et le moment où l'appel au service de secours fut fait. Les enquêteurs arrivèrent à la conclusion finale. Ce n'était pas un acte accidentel, mais un plan soigneusement réfléchi, dirigé vers la mise en scène et la dissimulation du crime. Cette découverte ne laissait aucune place au doute. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient en une image. Non seulement le meurtre, mais aussi la façon de dissimuler le crime. Tout était planifié dans les moindres détails. Jacek Nowak ne devint pas seulement partie de la tragédie, il en devint l'auteur, manipulant les faits et les circonstances. À partir de ce moment, les enquêteurs pouvaient affirmer avec confiance « Le mensonge avait été découvert » et même les tentatives les plus astucieuses de le cacher ne pouvaient maintenant plus changer le tableau de ce qui s'était passé. Audience judiciaire. Silence dans la salle. En ce moment, tout ce qui s'était accumulé pendant des mois d'enquête devait être rendu public. Dans les mains du procureur, des preuves qui, comme un catalyseur, détruiraient la dernière version présentée par la défense de Nowak. Tout le travail des enquêteurs et des experts se résumait à un moment où chaque preuve serait utilisée pour montrer la vérité. L'accusation commence la présentation des preuves, et maintenant toute la salle retint son souffle, attendant ce qui deviendrait l'argument décisif. Le procureur commença par le témoignage de Magda, racontant comment elle devint témoin du dernier chemin d'Ania, qui commença à la piscine, mais continua dans le sous-sol, où, selon ses mots, l'entraîneur emmena son élève. Ce fut le moment clé qui changea le cours de l'affaire, et le procureur ne laissa aucune place au doute. Il l'emmena en bas. Ces mots de Magda devinrent le premier maillon de la chaîne de preuves qui à chaque pas détruisait la version de Nowak sur la chute accidentelle. Puis le procureur passa aux preuves obtenues sur la scène de crime. Il présenta les traces de sang et la fibre trouvée dans la salle sèche, directement sur le lieu de l'incident, qui correspondait aussi au tissu du survêtement de Nowak. Chaque élément trouvé dans le sous-sol fut confirmé par l'expertise et indiquait que la tragédie s'était produite précisément ici, dans l'espace isolé. Par conséquent, les affirmations de l'entraîneur que tout s'était passé en hauteur ne pouvaient être vraies. La dernière preuve que le procureur présenta au tribunal fut les données sur le mouvement de l'ascenseur de service qui, selon les enregistrements, enregistra un voyage du sous-sol au premier étage au moment nécessaire, 15 octobre, à 18h51. C'était le moment où, selon la version de l'enquête, le corps avait déjà été déplacé, et maintenant même physiquement, on pouvait expliquer comment Nowak avait pu facilement et discrètement transporter Ania à la piscine, où elle fut trouvée plus tard. Chaque preuve, chaque mot, chaque témoignage s'organisait en une chaîne immuable qui ne laissait aucune place à la défense. La version sur l'accident, que Nowak maintenait obstinément, fut complètement réfutée. Chaque maillon dans l'enquête renforçait l'accusation, et tout devenait évident. La mort d'Ania n'était pas accidentelle. C'était un crime de sang-froid, planifié et exécuté avec calcul. Lorsque le procureur eut fini de présenter les preuves, ce fut le tour de la défense. La parole fut accordée à Jacek Nowak. Il ne prononça pas un seul mot de repentir. Au lieu de cela, il recommença à nier toutes les accusations. Tout cela est un mensonge. Magda ment. C'était un accident. Tout est monté de toutes pièces. Ces paroles n'étaient rien de plus qu'une tentative de se justifier, de cacher la vérité. Il continuait à insister sur sa version des événements, malgré le fait que toutes les preuves rassemblées disaient le contraire. Les paroles de Nowak sonnaient creux, comme des tentatives pathétiques de sauver la face. Sur son visage, il n'y avait pas une once de repentir, seulement une résistance désespérée qui ne pouvait changer ce qui avait déjà été prouvé. Il n'y eut pas d'aveu, mais ce n'était pas nécessaire. Sa version avait été définitivement démasquée, et dans cette salle, il ne restait déjà plus de doute sur sa culpabilité. Le procès-verbal de l'interrogatoire, où il refusait de témoigner,
devint le dernier document confirmant son refus de reconnaître sa culpabilité. Le regard porté sur le visage de Nowak à ce moment était impitoyable. Il n'y avait pas un homme repentant, mais un menteur, démasqué dans son propre mensonge. À ce moment, il sembla que le temps ralentissait. Derrière ce silence ne se trouvait rien d'autre que des excuses vides qui n'intéressaient déjà plus personne. Maintenant, quand toutes les preuves avaient été rassemblées, l'enquête pouvait présenter la version définitive de ce qui s'était passé ce jour fatidique. Avec chaque nouvelle preuve, il devenait de plus en plus clair. La tragédie n'était pas un accès accidentel de colère, mais une partie d'un crime soigneusement planifié. L'enquête assembla tous les éléments en un tableau unique, et il ne restait maintenant qu'à restaurer la chronologie des événements. 30 octobre 2008. Jacek Nowak, après le conflit avec Ania, l'emmena au sous-sol, dans la salle sèche, où personne ne pouvait les voir. Dans cette pièce isolée, commença la dernière scène fatale. Le conflit entre eux s'enflamma rapidement. Quelque chose dans le comportement d'Ania fit sortir l'entraîneur de ses gonds, et dans un moment de rage, il employa la force. En la poussant, il ne put empêcher ce qui arriva ensuite. La tête d'Ania frappa violemment contre le bord métallique des barres suédoises. Ce fut un coup mortel. Quand il réalisa qu'elle ne donnait pas de signe de vie, sa première pensée fut comment cacher ce qui s'était passé. Au lieu d'appeler à l'aide, il prit instantanément une décision qui joua plus tard un rôle clé dans son démasquage. Il transporta son corps sans vie vers l'ascenseur et, sans ralentir le pas, descendit au sous-sol pour utiliser l'ascenseur de service. Pendant plusieurs minutes, tandis que l'ascenseur bougeait du sous-sol au premier étage, il élaborait déjà son mensonge, préparant la mise en scène qui devait cacher les vraies causes de ce qui se passait. En passant par le couloir de service, il amena le corps à la piscine. L'ascenseur, non repéré par les caméras, devint son allié, déplaçant le corps d'un étage à l'autre. Quelques minutes plus tard, il la jeta dans l'eau, faisant semblant que c'était un accident. Plus tard, cachant les traces, il fit un appel au service d'urgence, rapportant la tragédie, comme si un cas incontrôlable s'était produit. Il essaya de faire en sorte que toute la responsabilité tombe sur le hasard, et non sur ses propres mains. Maintenant, quand tout avait été rassemblé, l'enquête pouvait donner une qualification juridique précise de ce qui s'était passé. Ce n'était pas simplement un meurtre commis dans un accès de colère. C'était un meurtre prémédité avec intention indirecte et obstruction subséquente à la justice. Tout ce qu'il fit était parti d'un plan qu'il avait pensé dans les moindres détails pour cacher sa trace. Cette reconstruction à sang-froid des événements ferma définitivement toutes les lacunes logiques. Il n'y avait aucun hasard. Tout ce qui s'était passé était le résultat d'années de psychologie de manipulation, de perfectionnisme et de recherche de contrôle. Nowak essaya d'éviter la responsabilité de ses actes, les cachant derrière un masque de hasard, mais les preuves parlèrent d'elles-mêmes. Juillet 2009. Dans la salle du tribunal de district de la ville de Wrocław arriva le moment vers lequel l'enquête avait marché pendant plusieurs mois. Sur le banc des accusés, Jacek Nowak, l'entraîneur qui devint le symbole de manipulation cruelle et d'oppression. L'affaire qui ébranla tout le pays arrivait maintenant à son stade final. Toutes les preuves rassemblées par l'enquête ne laissaient pas de place au doute. Toutes les preuves, des témoignages aux données criminalistiques, menèrent à la même conclusion. Nowak était coupable. Le jury se retira pour délibérer. Dans la salle s'installa un silence tendu. Chaque personne dans la salle savait que ce moment était devenu le point culminant de toute la tragédie. La question n'était qu'une. Combien de temps les jurés réfléchiraient-ils avant de rendre leur décision ? Malgré toute la gravité des accusations et l'irréfutabilité des preuves, la question sur la justice de la décision restait ouverte. Et voilà, après quelque temps, le tribunal revint avec le verdict. Jacek Nowak s'est déclaré coupable sur tous les points de l'accusation, dit le juge, et ses paroles devinrent immédiatement le point final définitif dans cette affaire. Le tribunal ne trouva pas de circonstances atténuantes. Toutes les preuves, des témoignages aux conclusions d'experts, menèrent à une chose.
C'était un meurtre de sang-froid, planifié et exécuté avec calcul. L'obstruction à la justice, la tentative de mettre en scène un accident, tout cela était des maillons d'une chaîne. Et maintenant, ce lourd fardeau pesait sur l'accusé. Puis le juge prononça la sentence. Pour meurtre de mineur et obstruction à la justice, Jacek Nowak est condamné à 25 ans de privation de liberté. C'était une sentence qui devait payer la dette à la justice, rendre l'équilibre au monde, détruit par son crime. 25 ans, un terme qui semblait juste étant donné la gravité de ce qui avait été commis. Pour Nowak, il n'y eut ni pardon, ni soulagement. Ses actions furent reconnues comme criminelles, et au moment du prononcé de la sentence, il resta dans sa position défensive, essayant de se justifier, mais toutes ces tentatives ne purent changer le destin. La cruauté avec laquelle il manipulait les gens, son autorité d'enseignant qu'il utilisait pour opprimer, tout cela fut éradiqué par la décision finale du tribunal. La sentence n'était pas seulement juste, elle était un pas nécessaire pour restaurer au moins partiellement la justice pour ceux que Nowak avait offensés et utilisés pour sa propre ambition. Et bien que la vie ne reviendrait pas à son cours précédent, ce pas était important pour tous ceux qui étaient sous son contrôle et pour ceux qui avaient souffert de ses mains. L'affaire de Nowak est fermée, mais son écho continue de résonner. La tragédie qui ébranla le pays ne se termina pas avec la sentence. Les changements qui suivirent après le procès devinrent inévitables, comme un résultat qui reçut la reconnaissance longtemps attendue, mais laissa une trace indélébile dans la société. Qu'est-ce qui changea après que la dernière page de cette affaire fut tournée? Dans la piscine Olympia, où tout commença, la direction changea. Les nouvelles règles de travail avec les athlètes mineurs, établies immédiatement après l'enquête, devinrent obligatoires. Maintenant, les caméras de surveillance sont installées non seulement dans les zones d'usage commun, mais aussi dans les couloirs de service où auparavant se déroulaient des événements qui restaient hors de contrôle. Ces changements devinrent une réaction à ce cas horrible et ils ne purent qu'affecter chaque personne qui avait été liée à cet endroit. Magda, le témoin clé, ne put continuer à pratiquer le sport. La peur et le traumatisme qu'elle vécut devinrent intolérables pour elle et elle quitta la carrière sportive pour toujours. Ce fait, bien sûr, ne put que laisser sa trace sur toute l'histoire. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres, ce cas devint non seulement une tragédie, mais une rupture définitive avec ce qu'elle avait autrefois aimé. Mais les conséquences de cette affaire ne se limitèrent pas seulement à la piscine et à la vie de plusieurs personnes. L'affaire de Jacek Nowak provoqua une large résonance publique, devenant un véritable précédent en Pologne. Ce ne fut pas simplement l'examen d'une affaire, mais le début d'une nouvelle discussion sur l'éducation sportive et les méthodes acceptables de travail avec de jeunes sportifs. Le ministre des Sports de Pologne initia alors des vérifications à grande échelle dans les écoles sportives à travers tout le pays et durcit également les exigences pour la préparation psychologique des entraîneurs. Dans un pays où les entraîneurs étaient souvent perçus comme des autorités dont les méthodes n'étaient pas remises en question, cela devint un pas important vers le changement. Quant à Olympia, malgré tout, la piscine continua son fonctionnement. Cependant, cette même salle sèche où eut lieu le meurtre fut complètement réaménagée et renommée. Elle devint un symbole de changement, témoignage que même les événements les plus terribles peuvent entraîner des étapes importantes et nécessaires, dirigées vers l'amélioration et la sécurité des futures générations.